Printemps 1943. Un cadavre flotte au large des côtes espagnoles. Il s'agit d'un homme en uniforme britannique. Une mallette est reliée à son poignet par une chaîne. Ce porte-document contient des lettres qui pourraient changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et sauver la vie de milliers de soldats. Elles vont parvenir à Berlin, sur le bureau d'Adolf Hitler. C'est sans doute l'opération de désinformation la plus réussie de la guerre. C'était une entreprise à la fois improbable et spectaculaire. Et personne, pas même les experts, n'aurait parié sur son succès. Dans une cave londonienne, les meilleurs cerveaux de la Navy et des services de renseignement du MI5 mettent sur pied un audacieux jeu de dupes. Une petite équipe britannique va tromper les services secrets d'Hitler et tout l'état-major de la Wehrmacht. Ce sera une manœuvre de diversion décisive. Michael Baumann, psychocriminologue, et l'historienne Tabea Golgat vont utiliser les méthodes modernes d'investigation pour reconstituer les faits. Tabea Golgat a trouvé un indice dans des archives. Et on a là tous les textes. Oui. Ce sont les documents originaux contenus dans la mallette du cadavre. Tabea Golgat est historienne à l'université d'Hanovre. Michael Baumann a travaillé de nombreuses années à la direction de la police judiciaire allemande, où il dirigeait le service de profilage criminel. La trouvaille faite sur le cadavre de Huelva est tout à fait extraordinaire. Ces lettres ne sont pas de la main de n'importe qui. Elles portent les armes de la Royal Navy et émanent des plus hauts cercles de l'armée britannique. Manifestement, ces documents sont authentiques. Et ils évoquent des plans stratégiques des forces alliées. Que font-ils dans la mallette d'un officier mort? Et à qui sont-ils destinés? Nos deux chercheurs ont besoin d'informations sur l'expéditeur de ces lettres. Tabea Golgat commence ses recherches à Londres. Première étape, Whitehall, l'épicentre du gouvernement britannique. C'est peut-être dans ces bâtiments que ces lettres ont été écrites. Ce n'est pas pour rien que les Français surnomment l'Angleterre la perfide Albion. Les Britanniques sont très doués pour tromper leur monde. Ils sont passés maîtres dans cet art. Ils l'ont montré pendant la Première Guerre mondiale et ils ont continué pendant la Seconde. En 1943, le ministère de la Marine a son siège dans le bâtiment de l'Amirauté. Les services de renseignement militaire du MI5 sont aussi hébergés ici, à Whitehall. Les sous-sols sont un véritable labyrinthe. On y trouve notamment une ancienne cave à vin qui va devenir légendaire sous le nom de salle 13. C'est ici que travaille un groupe d'officiers de la marine et d'agents du MI5. Depuis le début de la guerre, ils passent 12 heures par jour entre ces quatre murs. Ewen Montague est l'une des têtes pensantes de la section. Patricia Treherne était sa secrétaire. Elle se souvient de cette époque pleine d'exaltation. On formait une grande famille. Au bout de 2 ou 3 années de collaboration intensive, on se connaissait très bien. On connaissait tous les défauts et toutes les qualités de chacun. Et Ewen était extrêmement gentil avec nous tous. Charles Chumley, un jeune officier du MI5, est le plus proche collaborateur d'Ewen Montague. La mission de l'équipe de la salle 13 est claire.
Elle doit contribuer à la victoire alliée par tous les moyens possibles. En 1943, on commence à entrevoir des chances de succès. L'armée allemande est très affaiblie. La catastrophe de Stalingrad a fait l'effet d'un coup de massue sur l'armée allemande. De plus, les bombardements alliés se multiplient. Les Allemands sont frappés chez eux, dans leur ville, et la population perd ses illusions. Les opérations sous-marines de l'Atlantique Nord sont un fiasco. Il faut ajouter à cela que les pertes sont très lourdes en Afrique du Nord, et que là-bas, les Allemands battent en retraite. Les Alliés n'ont pas encore gagné la guerre. Mais les soldats de l'Axe reculent sur toutes les zones de combat. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Montagu, Cholmeley et leur équipe sont bien déterminés à exploiter cette faiblesse. Ils venaient de milieux très différents. Si les Britanniques ont un talent, c'est celui de savoir utiliser des gens qui ne sont pas des soldats, mais qui sont intelligents et surtout très imaginatifs. L'assortiment hétéroclite de personnalités qui formait l'équipe de la salle 13 en était un brillant exemple. Ewen et Cholmeley, le capitaine Cholmeley, ont mis sur pied toute l'opération. Ce sont eux qui en avaient eu l'idée. C'était leur bébé, comme on dit. C'est ici que ce plan audacieux est baptisé. Ce sera l'opération Mincemeat, ou chair à pâté. Le fils d'Ewen Montagu a conservé le dossier de son père. Voici une photographie de la section, avec mon père au milieu. Son père a consigné par écrit ses souvenirs de la salle 13 et de l'opération Mincemeat. On peut ainsi retracer la genèse de son plan d'action. Pour que les Allemands s'engagent dans une mauvaise voie, il faut leur divulguer de fausses informations. Mais lesquelles? Autre question capitale, comment leur faire parvenir ces informations? L'Espagne semble le pays le plus approprié pour opérer. À l'époque, Madrid grouille d'agents allemands. Karl-Erich Kühlenthal est l'un d'eux. Officiellement, il commercialise en Espagne des radios allemandes. L'Abwehr avait des agents dans de nombreux pays neutres, notamment en Espagne. Certains s'impliquaient beaucoup dans les affaires, d'autres agissaient plutôt à couvert. Il s'agissait pour la plupart de ressortissants allemands vivant de longue date en Espagne. Kühlenthal travaille pour l'Abwehr, les services secrets allemands. Il y occupe des responsabilités. Il dirige depuis Madrid un réseau d'agents qui couvre tout le territoire. Karl-Erich Kühlenthal présente de nombreux avantages pour les services secrets allemands. Il connaît très bien le terrain, la société espagnole, et il a des contacts sur place. Et puis, il entretient des liens personnels avec Canaris. L'amiral Wilhelm Canaris est le responsable de l'Abwehr, un homme clé pour les Britanniques. S'ils parviennent à le berner, ils auront atteint leur objectif. L'idée, c'est de lui révéler de faux plans de débarquement. Mais qu'arrivera-t-il si le messager est démasqué et qu'on le force à parler? La solution, c'est d'envoyer un mort. Un cadavre qui sera déposé aux pieds des Allemands. Confier un message à un noyé, cette idée rocambolesque fascine Tabea Golgat. Mais pour que le piège fonctionne, il faut trouver un cadavre qui fasse illusion. Comment les Britanniques vont-ils faire pour tromper les Allemands? Michael Baumann demande de l'aide à ses contacts. Le profileur s'adresse à un spécialiste habitué à examiner les cadavres, et notamment les morts par noyade, avec les méthodes modernes.
Michael Klinchar est professeur à l'université d'Hanovre et médecin légiste. Pour lui, l'homme choisi par les Britanniques n'est pas mort dans l'eau. Mais comment peut-on faire passer un cadavre quelconque pour un noyé? En cas de noyade dans l'eau salée, les poumons se remplissent. On a donc un poumon très aqueux. Une particularité que connaissaient déjà les médecins il y a 70 ans. Pourtant, les Britanniques décident de courir le risque, car le temps presse. La Grande-Bretagne est lasse de la guerre et compte sur une offensive victorieuse. Pour que le plan du faux noyé fonctionne, il faut rapidement le mettre en œuvre. La difficulté est de trouver un mort qui ne laisse derrière lui aucun parent. Un homme dont la disparition ne suscitera pas de questions gênantes. Les services secrets entendent parler d'un clochard décédé. Glynder Michael repose ici, à l'hôpital de Saint-Pancras. Le jeune homme a été empoisonné par de la mort au rat et il est mort d'une pneumonie. Montague et Cholmondeley le photographient. Problème, la dépouille du sans-abri ne ressemble pas exactement à celle d'un noyé. Une pneumonie, ou plutôt un empoisonnement au phosphore, donne un résultat bien différent d'une noyade. Est-il possible que les Allemands mordent tout de même à l'hameçon? Il faut d'abord que Glynder Michael soit crédible en officier britannique. Montague va donc lui donner une nouvelle identité. Le sans-abri devient un membre de la marine de Sa Majesté. Tous les soldats de la marine sont référencés par ordre alphabétique. Montague choisit un nom qui commence par M, le major William Martin. Et ce n'est pas par hasard. Il existait une liste de tous les soldats de la marine. Apparemment, les services secrets, le MI5 et le système Double Cross savaient que les Allemands possédaient cette liste. Mais pour une raison mystérieuse, elle s'arrêtait à la lettre L. Ils n'avaient pas la seconde moitié, qui allait donc de M à Z. Alors, bien sûr, il était impossible de vérifier les états de service d'un certain Martin avec la lettre M. L'adversaire de Montague, l'amiral Canaris, va-t-il se laisser duper par le major Martin? Pour que le piège fonctionne, aucun détail ne doit être laissé au hasard. On va donc inventer une vie à ce cadavre, tout un passé. Nous portons tous sur nous des petits papiers, des objets qui font de nous des gens réels et bien vivants. Mais bien sûr, cet homme n'avait rien. Ils ont dû tout inventer. Le major Martin doit être un soldat comme les autres. L'Angleterre est en guerre depuis 4 ans. Toute une génération vit comme s'il ne devait plus y avoir de lendemain. Le nombre de mariages a bondi. Chacun a dans son portefeuille la photographie de sa bonne amie. Le major Martin doit donc lui aussi avoir une fiancée. On demande au personnel féminin de la Royal Navy de donner des photographies personnelles. Le choix de Montague se porte sur Jean Leslie. Elle a eu de la chance, non? Dans la salle numéro 13, on aurait bien aimé que la fiancée factice soit l'une d'entre nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Montague a choisi une jeune fille qu'il aimait bien. Le mort a donc une photographie dans son portefeuille et quelques lettres galantes. Ils ont même ajouté des billets de théâtre où ils seraient allés ensemble. Montague profite de l'occasion pour sortir enfin avec Jean Leslie. Uniquement par souci de vérité, bien évidemment. Aux archives nationales, Tabea Golgat a retrouvé quelques-uns des éléments contenus dans le portefeuille du faux major. Ils venaient de différents endroits répartis dans tout Londres. La section de la salle 13 a commandé une bague de fiançailles chez le bijoutier Phillips, dans la très chic Newbourne Street. Un bijou beaucoup trop cher pour la solde d'un officier. Mais le mort est un homme prodigue. En tout cas, il doit donner cette impression. Un trait de caractère sympathique peut aider à tromper la vigilance des Allemands.
Une autre facture conduit l'historienne sur Savile Row. C'est ici que les membres de la famille royale se font tailler leurs costumes. Le major a ainsi commandé peu de temps avant son départ 6 chemises chez Gives & Hawkes. C'est dans ce même magasin qu'il a acheté son uniforme. Il voyageait en tenue de combat. Pendant la guerre, ces uniformes étaient prêts à être portés. On les fabriquait en grande quantité. Mais ensuite, on les modifiait pour les adapter à la personne qui devait les porter. Le prêt-à-porter est préférable. Il ne vaut mieux pas qu'un tailleur prenne les mesures du cadavre. L'opération doit rester aussi secrète que possible. Toutes ces factures sont adressées au club naval et militaire. On l'appelle l'In and Out, un lieu très prisé des officiers en permission. Sur le front, les Alliés se rapprochent des lignes allemandes. En Afrique du Nord, la Wehrmacht est décimée et bat en retraite. Des milliers de soldats allemands sont faits prisonniers. Les Alliés travaillent d'arrache-pied à un débarquement sur le continent européen. Le corps du major Martin doit leur donner l'avantage. Michael Baumann analyse les documents que Tabea Golgat a découverts à Londres. Le policier élabore un profil de Montagu. Ce dernier semble s'identifier de plus en plus à sa création. Là, c'est la fiancée du major Martin. Mais lui se prend pour son amant de substitution. Les Britanniques ne vont-ils pas un peu trop loin? Ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils aient inventé toute une vie à un cadavre qui devait simplement transporter quelques papiers sur lui. Ils se sont un peu trop passionnés pour leur affaire. Je trouve qu'ils ont exagéré. Ils ont mis énormément de choses dans son portefeuille. C'était presque trop, et ça aurait pu mettre la puce à l'oreille de l'ennemi. Dans la salle 13, on ne voit pas les choses ainsi. Au contraire. Cette pléthore de détails vise à compenser les défauts du cadavre. Les agents passent ensuite à l'étape suivante. Montagu en est convaincu. C'est en Espagne que doit se dérouler l'opération. Officiellement, le pays est neutre. Mais Franco se sent l'obligé des Allemands. Le dictateur a reçu le soutien d'Hitler pendant la guerre civile. En échange, il accepte volontiers des agents allemands sur son sol. Ce sera donc la côte espagnole atlantique. Le faux noyé devra être récupéré au large de Huelva. La réussite de l'opération dépendra du réseau de Karl Erich Kühnenthal, l'espion allemand de Madrid. À Casablanca, Churchill rencontre le président Roosevelt. Ils fixent alors le lieu du débarquement. C'est en Sicile, le bas-ventre mou de l'Axe, comme le dit le Premier ministre britannique, que les Alliés vont attaquer l'ennemi. Pour la salle 13, le signal est clair. Ils doivent détourner les Allemands de la Sicile et leur faire croire à un débarquement en Grèce ou en Sardaigne. Winston Churchill a personnellement donné son accord pour l'opération. Churchill l'a approuvé. Il appréciait beaucoup ce genre de choses. C'est ce qu'il appelait un garde du corps de mensonges. D'une certaine manière, c'était un original. Il donnait des sueurs froides à son état-major avec ses interférences, ses interventions, ses idées farfelues. Ce type d'opération de désinformation plaisait beaucoup au Premier ministre. Il l'a soutenu. Il était d'accord pour courir le risque. La salle 13 a donc le feu vert pour demander les lettres qui doivent être retrouvées sur le cadavre. Des documents authentiques, pas des faux. L'état-major y évoque des plans de débarquement en Grèce. L'amiral Louis Mountbatten prie en outre le faux major Martin de lui rapporter quelques sardines. On espère ainsi attirer l'attention des Allemands sur la Sardaigne.
Des experts britanniques ont dit qu'il aurait fallu être particulièrement idiot pour ne pas saisir qu'il parlait de la Sardaigne. Les Allemands vont-ils croire à ces lettres? Un débarquement en Grèce ou en Sardaigne est-il vraisemblable? La Grèce est un point stratégique. C'est la porte des Balkans. La Wehrmacht ne pourra pas emporter la guerre si elle est privée des ressources naturelles de cette région. Les Balkans sont une zone cruciale pour le ravitaillement allemand. La bauxite, le pétrole, comme celui de Ploiești en Roumanie, le chrome. C'est une zone extrêmement sensible du point de vue économique. Si les Alliés s'emparent des Balkans, la situation de l'Allemagne devient critique. Pour la seule année 1943, la Wehrmacht a consommé 11 millions de tonnes de pétrole. Près de la moitié provenait des champs pétrolifères de Ploiești en Roumanie. Hitler et ses généraux redoutent plus que tout une attaque sur ce flanc. Les Britanniques le savent. Baumann pense que les agents de la salle 13 ont joué sur les craintes des Allemands. Les Allemands avaient une idée préconçue à ce sujet. Ils pensaient que les Alliés préparaient une attaque sur les Balkans. Ces derniers ont simplement poussé dans leur sens. Les Allemands sont tombés dans le panneau parce que ça venait confirmer ce qu'ils pensaient déjà. L'offensive des Alliés en Méditerranée sera lancée dans moins de 3 mois. Montagu et son équipe passent à l'étape critique de leur opération. Au soir du 17 avril 1943, ils partent en camionnette. Dans le coffre, un contenant plein de glace et hermétiquement clos contient le corps du faux major Martin. Il ne faut plus qu'il se décompose davantage. Leur destination, c'est le port écossais de Greenock. C'est là que les attendent le capitaine Bill Jewell et son sous-marin, le Seraph. En 1943, Jewell était le commandant par excellence de missions secrètes en sous-marin. Il avait participé à des opérations délicates lors des débarquements en Afrique du Nord. C'était l'homme idéal pour mener une opération spéciale et notamment une mission secrète. Il était donc évident qu'il serait choisi, lui et son sous-marin, pour l'opération Mincemeat. En Écosse, on charge la boîte métallique dans le sous-marin. Puis l'engin appareille et plonge. Le capitaine a ordre de garder le silence radio. C'est une course contre la montre et contre la décomposition. D'après les recherches de nos 2 enquêteurs, Glender Michael est mort à ce moment-là depuis 3 mois. La conservation dans la glace ne sert plus à rien. C'est un cadavre déjà bien abîmé. L'état du cadavre peut-il faire échouer l'opération? Si vous aviez dû conseiller Montagu en 1943, à l'époque, est-ce que vous auriez dit que c'était possible? Vous auriez pensé que ce cadavre pouvait faire illusion auprès des Espagnols et des Allemands? Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse différence entre un cas qu'on me présente comme une affaire de routine, où la mort ne suscite aucune question particulière, et un cas qui me paraît étrange, où je vais chercher à explorer toutes les possibilités. J'imagine que sur la côte espagnole, on retrouvait souvent des cadavres dans l'eau. Un noyé, c'est exactement ce que doit être le Major Martin. À Londres, la tension monte. Huelva est à 1500 milles marins de là. Un trajet d'une dizaine de jours. Ce que nous avions craint le plus, c'est que les Allemands ne trouvent pas le corps une fois qu'on l'aurait abandonné dans l'océan. Il y a dû y avoir 10 jours de tension. Pendant tout ce temps, nous ne savions pas si les Allemands l'avaient récupéré.
Ewen a dû être sur des charbons ardents pendant plusieurs semaines. Après le départ du Major Martin. Dans un premier temps, est-ce qu'il allait arriver sur les côtes de Huelva? Après tout, en mer, tout était possible. Il pouvait ne jamais arriver ou être repêché, mais immédiatement enterré. D'autre part, on avait lié la mallette par une chaîne pour qu'il ne la perde pas, mais elle pouvait être volée. Ça faisait une jolie valise pour la personne qui la retrouvait. Le 30 avril à 7h15, un message radio parvient à Londres. Mincemeat terminé. Le capitaine Jewell a jeté le cadavre à la mer. Il flotte à la surface de l'océan, la mallette reliée au poignet par une chaîne. Le courant est faible. Quels sont les avantages de la région de Huelva sur les autres localités côtières? Y a-t-il un risque que le cadavre n'atteigne jamais la côte et les agents allemands? Michael Bauermann veut se rendre compte sur place de la situation. La position de Huelva sur l'Atlantique est un facteur capital. Elle évite aux sous-marins de franchir le détroit de Gibraltar. De plus, dans cette zone, le courant pousse toujours vers les côtes. Huelva a encore un autre avantage pour le MI5. La ville abrite depuis des centaines d'années une communauté britannique. Les agents de Londres disposent donc d'intermédiaires dans la place. Ils pourront ainsi apprendre ce qu'il est advenu du cadavre. Voici la plage de Punta Umbria, non loin de Huelva. C'est ici qu'un pêcheur du nom d'Antonio Rey Maria a sorti le cadavre et sa mallette de la mer. Michael Bauermann se met à rechercher cet homme. Il est décédé, mais il retrouve l'un de ses amis, Pepe Morales. Antonio m'a raconté que dans la nuit du 29 au 30 avril 1943, il a entendu une forte détonation, comme si une bombe avait explosé dans la mer. Les marins qui habitaient à Port-Île se sont dit qu'il avait dû se passer quelque chose de grave, mais ils n'ont rien vu, pas de bateau, rien. Quand Antonio est sorti au petit matin pour aller pêcher la sardine, il a aperçu quelque chose qui flottait dans l'eau. C'était le corps du major William Martin de la Marine royale britannique. Au début, le pêcheur pense à un accident d'avion. Et puis, il a des doutes. Antonio m'a dit que ce cadavre avait un visage complètement défiguré. Il était tout vert et il dégageait une odeur pestilentielle. Ce n'était pas possible. L'autopsie a révélé qu'il n'avait pas de traces de morsure de poisson, ni sur les yeux, ni sur les oreilles. Vu l'état de décomposition du cadavre, c'était très étonnant. Il semblait vraiment avoir passé plusieurs jours dans l'océan. Pour Antonio, il n'était donc pas possible qu'il soit tombé à l'eau la veille. Il est plus probable qu'un avion l'avait abandonné en mer. Mais personne n'écoute l'avis du pêcheur. Avant que le cadavre ne soit emmené au cimetière, il est passé brièvement au consulat britannique de Huelva. Car là-bas, il y avait une église. Le prêtre a béni le cadavre avant qu'il n'aille au cimetière. Bitte in 200 Metern links fahren in Richtung
cimetière de Huelva est situé à l'écart de la ville. Une petite morgue y est installée. C'est là que se déroule l'autopsie du cadavre. Michael Bauermann découvre ici certains détails de l'opération. Le docteur Eduardo Fernandez accomplit sa tâche désagréable rapidement, sans rien soupçonner. Il ne s'attarde pas sur l'examen du poumon. Il souhaite manifestement en finir au plus vite, car l'odeur du cadavre est insupportable. Il a une autre raison d'agir vite. Montague a accroché une médaille de Saint-Christophe au cou du mort pour que les Espagnols le croient catholique et l'enterrent sans délai. Savez-vous pourquoi ils en avaient fait un catholique? Les Espagnols sont catholiques, et dans cette religion, on enterre les gens très vite. On ne pratique pas d'autopsie extrêmement poussée par respect pour le mort. Voilà pourquoi le major Martin était catholique, mais en réalité, mon père était protestant. Une autopsie rudimentaire et un enterrement rapide. Pour Bauermann, les Britanniques ont de la chance. Ils ont visé juste. Dans le cimetière catholique de Huelva, le criminologue finit par retrouver la tombe du faux major William Martin. Les autorités espagnoles récupèrent le porte-document et le mettent sous clé. Est-ce la fin de l'opération? La mission pouvait échouer pour tout un tas de raisons. Les Espagnols pouvaient par exemple respecter leur neutralité et conserver les documents au lieu de les confier aux Allemands. Bien sûr, les autorités espagnoles étaient noyautées par les services secrets allemands. Il y avait de grandes chances que ces derniers récupèrent les lettres. Mais ça restait un pari risqué. Le réseau d'espionnage allemand fonctionne. À Madrid, Karl-Erich Kühlenthal apprend l'existence du porte-document. L'agent allemand veut examiner les papiers aussi vite que possible. Montague et l'unité de la salle 13 savent que les chances de réussite sont minces. Mais comment influer sur les événements depuis Londres? Pour rendre la situation convaincante, il devait jouer le jeu et tout tenter pour récupérer les lettres. Après tout, c'étaient des documents secrets. Il fallait bien qu'ils agissent, sinon ça aurait eu l'air plutôt suspect. Montague envoie un télégramme à l'attaché britannique de la marine à Madrid. Il lui demande de se procurer aussi vite que possible la mallette contenant les documents. Le texte du message n'est pas codé et les espions allemands peuvent facilement le lire. De leur côté, les autorités de Huelva finissent par envoyer la mallette à Madrid. Mais elle n'est pas encore entre les mains des Allemands. Karl-Erich Kühlenthal est désespéré. Les Espagnols s'en tiennent strictement au droit international. La mallette est toujours sous clé. Montague n'a pas prévu ça. Son merveilleux plan risque d'échouer. Il était très tendu pendant toute l'opération. Cholmeley, lui, était plus calme. Entre-temps, à Madrid, Kühlenthal met tout son réseau d'agents en mouvement. Ses espions parviennent à faire des copies des lettres. Karl-Erich Kühlenthal exulte. Ce succès sera déterminant pour sa carrière dans l'Abwehr. Du moins, c'est ce qu'il espère. Tabea Golgat et Michael Bauermann étalent une nouvelle fois tous les documents devant eux. Pour l'instant, le plan du MI5 s'est déroulé comme prévu. Le cadavre a été trouvé à Huelva,
Des copies des lettres sont entre les mains des Allemands. Reste maintenant à savoir s'ils vont tomber dans le piège. Kühlenthal quitte Madrid. Il connaît le contenu des documents et veut les délivrer personnellement à Berlin, à l'état-major des armées allemandes. Le 9 mai, il atterrit à Berlin-Tempelhof. De là, on le conduit directement à Zossen, à 40 km au sud de la capitale. Tabea Golgat se rend à l'endroit où se trouvait l'état-major général de la Wehrmacht. L'Abwehr y avait également été transféré depuis que le quartier général de Berlin avait été bombardé. L'amiral Wilhelm Canaris travaille à ce moment-là dans le complexe souterrain de Maybach II. Depuis 1935, il est officiellement chef des services de renseignement. D'abord national-socialiste convaincu, il a peu à peu pris ses distances avec Hitler avant de finalement soutenir la résistance. Toutes les informations des services secrets militaires et de l'état-major de la Wehrmacht convergent alors à Zossen. Plusieurs services consacrent leur activité à l'évaluation de la situation militaire. Le lieutenant-colonel Alexis von Rönne est particulièrement apprécié pour la précision de ses analyses. Mon père avait pris la direction du service de renseignement responsable du théâtre de guerre à l'Ouest en avril 1943. Sa mission était d'évaluer les forces ennemies en Angleterre, en France, qui était déjà vaincue naturellement, en Belgique, etc., mais aussi en Méditerranée. L'avis de Rönne va être déterminant pour la réussite de l'opération Mincemeat. Sa fille a été autorisée à lui rendre visite sur ce site de haute sécurité. C'était en 1943, pendant l'été. J'avais avec moi mon cartable. C'était mon anniversaire. J'avais 6 ans et c'était presque la rentrée. Je suis sans doute l'une des rares personnes encore en vie à avoir vu Zossen. En tout cas, la seule civile. Von Rönne va-t-il accorder foi aux lettres de la mallette? Il ne se focalisait jamais sur une source unique. Il lui en fallait plusieurs venant de différentes origines. Il tenait compte des rapports des agents. Il exploitait les informations radio, celles de la presse écrite et radiophonique. Les interrogatoires de prisonniers jouaient également un rôle important, ainsi que les mouvements des navires et l'observation des ports. À partir de cet ensemble de faits, on pouvait évaluer la situation et il fallait que 2 informations au moins se recoupent, et si possible 3. Les hommes de la salle 13 sont préparés à ça. Ils transmettent quotidiennement des informations et des messages radio aux Alliés en Méditerranée au sujet d'un débarquement en Sardaigne et en Grèce. Les messages interceptés engendrent leur propre dynamique. C'est malin, déclare le profileur. Ils ont diffusé un ensemble d'informations qui concordaient toutes, si bien que du côté allemand, on a cru avoir différents indices et différentes sources qui étaient comme les pièces d'un grand puzzle. Je pense que cela a été un facteur décisif et la manœuvre la plus intelligente de l'opération. Mais ce n'est pas tout. Toute l'astuce de ce plan, c'est d'avoir laissé les Allemands combler eux-mêmes les trous. S'ils se posaient une question, ils devaient eux-mêmes y répondre, ce qui fait qu'ils ont cru avoir percé à jour les plans des Alliés. En réalité, ils avaient tout inventé eux-mêmes à partir de bribes d'informations disséminées par les Anglais. Alexis von Rönne se fait berner par les Britanniques.
En juin, il n'est pratiquement plus question de la Sicile, alors que la Sardaigne revient au premier plan. J'en conclus qu'il a cru à cette histoire de débarquement en Sardaigne. Il devait donc bien y avoir eu des indications à ce sujet. Et la découverte de ce soldat mort a probablement influencé l'avis qu'il a rendu. Von Rönne a toute la confiance d'Hitler. Hitler était persuadé lui aussi que si Rönne disait qu'il n'y avait aucun risque, les choses étaient claires et qu'on pouvait prendre la décision qui s'imposait. Hitler accorde foi aux lettres trouvées sur le cadavre repêché au large de l'Espagne. L'état-major général de la Wehrmacht agit en conséquence. Dans un télégramme, le général en chef Alfred Jodl révèle les objectifs présumés de l'offensive alliée. En Méditerranée occidentale, c'est d'abord la Sardaigne. En Méditerranée orientale, c'est le Péloponnèse, autrement dit la Grèce. La défense doit y être renforcée le plus tôt possible. En Angleterre, l'annonce ne passe pas inaperçue. À Bletchley Park, à 70 km au nord de Londres, des scientifiques exploitent les informations en provenance de l'ennemi. Des messages ont commencé à arriver au compte-gouttes. À Bletchley Park, toutes les communications allemandes étaient interceptées et déchiffrées. Les messages qui arrivaient montraient que ça se passait plutôt bien. Peu à peu, ils se sont recoupés jusqu'au moment où mon père a enfin pu dire « le hachis a été gobé ». Le 14 mai 1943, la nouvelle du succès de l'opération parvient à la salle 13. On a appris que l'opération avait réussi. Ça a été une journée inoubliable. On n'a pas beaucoup travaillé à autre chose ce jour-là. On était trop occupés à sauter partout et à nous réjouir. Ewen Montague et ses collaborateurs semblent avoir réussi cet incroyable coup de maître. Mais leur joie est de courte durée. De mauvaises nouvelles arrivent bientôt de Berlin. Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, se méfie des lettres du major Martin. Il confie ses doutes à des officiers supérieurs de l'état-major, ainsi qu'à Canaris. Dans le même temps, l'étau se resserre sur la Wehrmacht. Après la défaite en Afrique du Nord, les Allemands attendent désormais chaque jour un débarquement des Britanniques et des Américains au sud. À Madrid, Karl Erich Kullenthal reçoit l'ordre de faire réexaminer les lettres et leur provenance. L'un de ses agents retourne à Huelva, interroge les pêcheurs et les habitants et se rend au cimetière. Sans résultat. Les Britanniques maîtrisent la situation et dissimulent tout indice compromettant. Montague a fait recouvrir la tombe d'une lourde dalle de marbre pour que personne n'ait l'idée d'exhumer le major Martin. Seul détail troublant, la date de naissance qui a été gravée est fausse. Ils avaient utilisé l'identité militaire de mon père, mais pas sa véritable date de naissance. À mon avis, il pouvait y avoir un risque que les Allemands ne s'en aperçoivent. Mais pour Montague, c'était impossible. Il était sûr qu'il n'avait plus d'espions en Grande-Bretagne. Ça reste tout de même étrange. Adolf Hitler et ses généraux s'attendent toujours à un débarquement en deux vagues, en Grèce et en Sardaigne. Exactement comme les lettres le laissent entendre. Ce qui nous a surpris, c'est qu'Hitler est resté jusqu'au bout, convaincu de la vérité de ces informations. Il a laissé des troupes en Grèce jusqu'à la fin de la guerre. Les Allemands ont cru à cette supercherie, à l'authenticité de ces documents.
Ils ne pouvaient donc plus se concentrer sur la défense de la Sicile. Ils se sont dit que ce n'était qu'une diversion. Et même après le débarquement, ils ont voulu garder des forces en réserve pour protéger la Grèce et la Sardaigne. Le 10 juillet 1943 au matin, l'opération Husky est lancée. 3000 navires et 2500 avions convergent vers la Sicile. Ils sont moins nombreux que les défenseurs, mais rien ne peut les arrêter. Le débarquement tant redouté par les puissances de l'Axe a été un véritable succès. Et l'opération Mincemeat y a certainement contribué de façon décisive. Il faut 3 semaines aux Alliés pour se rendre maître de l'île. L'opération coûte la vie à plus de 5000 soldats britanniques et américains et 9000 soldats des puissances de l'Axe. Les Alliés avaient peu d'expérience dans les opérations de ce type. Le débarquement en Sicile était loin d'être parfait d'un point de vue tactique. S'il y avait eu plus de forces allemandes sur l'île, les Alliés auraient pu essuyer une terrible défaite. C'est là que l'opération Mincemeat a été capitale. C'est un succès décisif pour les hommes de la salle 13. Karl Erich Kullenthal comprend trop tard qu'il a été victime d'une supercherie. Alexis von Rönne se retrouve au pied du mur. Pour se justifier, il soutient que les Alliés ont bouleversé leur plan de débarquement au dernier moment. Tabea Golgat et Michael Bauermann sont impressionnés par les détails de l'opération britannique et par sa réussite. Les collaborateurs du MI5 et de la Royal Navy ont écrit une page d'histoire. Tout ça depuis la salle 13 de l'Amirauté. Leur plan était remarquable. C'était une vraie réussite. Ensuite, la phase d'exécution a connu quelques ratés, mais la chance leur a souri. Les destinataires, l'Espagne et l'Allemagne se sont jetés sur ces informations. Elles comportaient des erreurs, mais elles n'ont même pas été remarquées, d'où le succès final de l'opération. L'opération Mincemeat a servi de modèle au débarquement des Alliés en Normandie un an plus tard. Là encore, une vaste supercherie a contribué à son succès. Mincemeat a été un succès. Mais ça n'a pas été la seule opération de mon père, loin de là. Il a écrit d'autres livres sur les autres missions qu'il a menées. Ce n'était qu'un épisode de sa carrière. Cela dit, l'opération Mincemeat reste tout de même la plus grande, la plus élaborée et la plus importante. Elle a tout de même sauvé des milliers de vies, des deux côtés. C'était comme si nous vivions dans un roman d'espionnage. Aucun de nous n'aurait pensé travailler un jour à l'Amirauté pour les services secrets. C'était une véritable aventure. Accusé de complicité dans l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, Alexis von Rönne a été arrêté et condamné à mort. Wilhelm Canaris a été arrêté en juillet 1944 pour complicité dans plusieurs complots contre Hitler. Il a été pendu le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg. Karl Erich Kullenthal est rentré en Allemagne en 1950. Il est devenu président de l'Association fédérale du commerce du textile et l'est resté jusqu'à sa mort en 1975. Après la guerre, Ewen Montagu a été décoré de l'ordre de l'Empire britannique. Il a écrit un livre sur l'opération Mincemeat et a poursuivi sa carrière d'avocat à Londres. Il est mort en 1985. Charles Chumley a continué à travailler pour le MI5 après la guerre. Il a quitté le service en 1952 pour faire du commerce de machines agricoles. Il est mort en 1982.
Patricia Treherne, aujourd'hui Davis, a quitté la Royal Navy après la guerre. Aujourd'hui, elle a plus de 90 ans et vit dans les environs de Birmingham. Elle est la seule collaboratrice de l'opération Mincemeat encore en vie.